Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 4 de Deux cerveaux. Et on a eu un épisode qui était assez sympa. Alors c'était pour moi pour l'instant, bon il y a eu que 4 épisodes hein, dans tous les cas, mais hors l'épisode 1 parce que voilà c'est un épisode un petit peu à part, mais hors cet épisode 1 parce que c'est les arrivées et tout, j'avais trouvé que cet épisode était un peu moins bon dans le sens où il était un petit peu moins rythmé que les épisodes précédents. Forcément on avait eu pas mal de jeux, on a eu pas mal de trucs qui nous expliquaient, c'était neuf, donc forcément il y avait pas mal de choses qui étaient mis en place. Alors que là, bon, le soufflet était un petit peu retombé, on a eu un petit peu d'histoire d'amour. D'ailleurs, j'ai eu peur que l'épisode soit intégralement centré là-dessus, puisqu'on connaît hein, bien évidemment W9 comment il fonctionne. Je me demandais s'ils allaient faire ça. Et finalement, pas du tout. Ça a duré genre une dizaine de minutes, et ensuite on est reparti sur des trucs un peu plus intéressants, avec des jeux, avec des petits trucs. Alors il y a eu quand même pas mal de blabla, c'est pour ça que je dis que l'épisode est peut-être un petit peu en dessous de ce qu'on a eu avant. Mais on a eu que 3 épisodes avant. Et en réalité, l'épisode reste quand même relativement bon. C'est pas comme si on n'avait pas eu de jeu du tout. C'est pas comme si on avait eu que de l'amour, des histoires de balles et tout. Non, on a quand même eu des trucs à se mettre sous la dent. Donc ça c'était quand même plutôt cool. Épisode certes un petit peu moins bon que depuis le début. Mais en même temps, il en fallait. Et dans tous les cas, du moment qu'il y a quand même un petit truc à en retenir, bah moi je suis content, donc j'ai quand même plutôt apprécié cet épisode. Donc pour faire la review, où est-ce qu'on est, revenu bien sûr, hein, on est reparti du coup sur la fameuse histoire, parce que c'était le cliffhanger. Alors déjà au moins, c'est quand même à leur mettre à leur crédit, au moins ils nous ont pas instauré un pseudo cliffhanger pour au final repartir complètement à côté, non. Au moins ils ont terminé la petite scène. J'aurais envie de te dire, au moins ils ont compris le principe d'un cliffhanger, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, au moins on est reparti sur justement ce délire avec le casier là de Nabil et tout. Et bon, on va pas se mentir, c'était assez osef, hein, ils s'amusaient, ils étaient en train de rigoler, c'était même plutôt second degré, hein, mais ça en même temps, parce que oui c'est ça, hein, ils t'ont mis le cliffhanger en mode oulala, est-ce que finalement ça va passer ou pas pour Mel, est-ce qu'elle elle est vraiment énervée, enfin elle est vraiment énervée, est-ce que finalement elle va passer outre sa colère pour se mettre quand même avec Nabil. C'était un petit peu le cliffhanger de l'épisode. Et bien évidemment que nous on s'en foutait parce qu'on voyait quelque part que c'était un petit peu scénarisé, que c'était vraiment un truc comme ça, c'était une embrouille de merde, donc tu te doutes pourquoi ils se sont embrouillés comme ça. Et ben ça a pas loupé, puisque dès qu'on est reparti là-dessus, ils se sont vite fait réconcilier, si on peut appeler ça comme ça. D'ailleurs justement le truc là avec Mélanie qui se barre, en fait elle est revenue directement, hein. Elle s'est barrée et puis en fait elle a oublié les clés, du coup elle est revenue et donc ils ont un petit peu échangé et l'ambiance a été un petit peu plus joviale, donc c'était osef, hein. Comme je te l'ai dit, c'était pas spécialement très, très intéressant. Il n'y a pas eu que ça, hein, d'ailleurs qui était pas intéressant, il y avait aussi une histoire avec Vivian et Carla, d'ailleurs c'est sorti complètement de nulle part. Ça j'avoue que j'avais pas... J'avais pas vu venir. Je me suis demandé si c'était réel ou si c'était scénarisé, parce que je voyais pas du tout Carala et Vivian ensemble. Et d'ailleurs, dans tous les cas, ça a pas marché, hein, parce qu'ils ont eu un petit truc de drague, etc. Il y a eu un poème. Et il y a eu tellement de trucs autour de Vivian et Carla pour si peu. Parce que on a eu justement le truc avec la jupe qui se soulève. Du coup, oh là là, t'as loupé un petit truc, on en a fait toute une sérénade. J'avais vraiment l'impression d'être dans un porno. À un moment donné, je me suis demandé, mais attends, mais où est-ce qu'on est? Deux cerveaux, ça s'appelle, hein, l'émission, au cas où. Mais là, ça parle quasiment que de cul entre Nabil, d'ailleurs lui aussi, mais ça je vais revenir à la fin de l'épisode, mais entre Nabil qui proposait directement à Mel enfin il a pas proposé, mais il a directement demandé, la première chose qu'il a demandé c'est avec qui tu dors. Bon, ça c'est déjà un petit peu chelou. Maintenant avec le truc là, avec la brise qui soulève la jupe des meufs, enfin... Je trouve que déjà le message il est pas terrible, hein, déjà de base, mais en plus avec cette surreprésentation d'éléments sexuels, bon, je sais qu'on est dans une télé-réalité, mais bon, il y a quand même le petit -10 ou -12, je sais plus, en bas à droite.
À un moment donné, il faudrait quand même savoir faire la part des choses. Je sais pas, après, je parle pas d'un point de vue critère spécifique, je parle surtout d'un point de vue image, parce que bon, ça fait vraiment genre, t'as envie de voir ce qu'il y a sous la jupe des filles et t'as le droit. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Et du coup, il y a eu tout ça, il y a eu aussi un petit peu plus tard un délire avec un poème. Et tout ça, tout ce qu'on a eu, ça s'est soldé à une discussion où t'avais Vivian qui essayait de convaincre Carla sur pourquoi elle devrait le prendre en tant que petite amie. Bon, cette séquence, elle était plus ou moins drôle, si on veut. En tout cas, elle était plus drôle que la suite, parce que, enfin, que ce qui avait été précédemment placé, parce que franchement... Enfin, non, le poème aussi était drôle. Le poème aussi était très drôle, mais c'est vraiment... le poème était très drôle, Enfin, il était très drôle parce que Carla était aussi réceptive hein, au poème par rapport aux blagues qui avaient été faites, parce qu'encore une fois, c'est des blagues salaces, hein, bien sûr. Avec le coup du vent précédemment, bah, c'est moins beau, j'ai envie de te dire, puisque bah, c'était pas forcément voulu par Carla, donc est-ce qu'elle était d'accord ou pas, bah ça c'est un peu la question à 2 millions d'euros, hein, j'ai envie de te dire. Et du coup on a eu tout ça avec, comme je te l'ai dit, la petite discussion où c'était également un petit peu drôle vite fait, mais c'était surtout très très long, j'avais trouvé, pour finalement simplement une friendzone de Carla. Donc bah ça valait bien la peine, hein. Je pense qu'on est resté peut-être quoi, une dizaine de minutes au total, au cumulé, je veux dire, par rapport aux séquences Vivian-Carla, peut-être une dizaine de minutes, pour finalement juste un nom. Donc bah super, hein, j'adore voir des séquences qui finalement n'aboutissent à rien, c'est très rafraîchissant, n'est-ce pas? Bon, il n'y a pas eu que des histoires d'amour, ça c'est quand même le gros point positif. On a quand même eu des trucs qui étaient plutôt intéressants, notamment du coup le fameux test numéro 2. Hein. Je m'attendais pas à ce qu'on l'ait aussi rapidement, et pourtant, bah on l'a eu, donc ça c'était plutôt cool. D'ailleurs, il y a eu un petit peu d'explication par rapport aux règles, parce qu'en fait moi je pensais que les teams elles étaient faites, et que en fait, voilà, c'était un peu comme les apprentis champions, mais en version cerveau et en version également apparemment un peu mieux fait également à certains passages, mais pas du tout. En fait, t'as deux teams, mais elles sont complètement mélangées. Enfin, les compositions se refont en fait à chaque fois. Là, justement, c'était une recomposition des équipes. Donc là, c'était plutôt cool parce que du coup, ça dynamise justement ces équipes. S'il y a une équipe qui est trop forte par rapport à l'autre, bah au moins au jeu d'après, ils peuvent justement rééquilibrer les balances. Donc ça, c'était extrêmement pertinent. J'avais beaucoup aimé ce prise de partie. Et en plus de ça, tu pouvais également augmenter ta cagnotte de 1500 euros. Et il y en avait un ou une d'entre vous qui m'avait justement averti. Je sais pas comment t'es au courant, je sais pas si ça avait été dévoilé dans l'épisode, ou si t'avais vu, enfin dans les épisodes précédents je veux dire, ou si t'avais vu des trucs à gauche à droite pour expliquer, parce que j'avoue que moi j'avais pas compris tout de suite, mais je pense que t'as raison. En fait, le délire avec les associations, bah je pense que ce sont des associations individuelles. C'était la personne qui m'avait dit, et bah je pense qu'elle a totalement raison, parce que bah là on voyait en fait que les candidats ils avaient chacun une cagnotte personnelle. Moi au début je pensais que ça allait être mis en commun par rapport aux associations, mais finalement ça n'a pas été le cas. Et là il y a eu trois nouveaux candidats qui ont gagné qui ont remporté de l'argent pour leur cagnotte. Et encore une fois bah, ça n'a pas été mis en commun, et de toute façon ça peut pas être mis en commun étant donné qu'il y a des recompositions d'équipe à chaque fois. Donc honnêtement, je pense que la personne qui m'a dit ça, elle a raison, et en fait, ce sont tout simplement des associations individuelles. Et là, j'aurais deux trucs à dire. Déjà, premier truc, c'est que c'est extrêmement bien de faire un truc comme ça. Parce que au moins, tu n'as pas cette frustration avec les associations par rapport aux équipes. S'il y a un candidat qui veut rester dans le jeu, c'est normal qu'il reste dans le jeu. C'est pour son association. Donc c'est totalement logique qu'il veuille rester dans le jeu, qui veuillent continuer à poursuivre justement l'émission. Là c'est logique, c'est pas comme avec Julien Tanti ou Nicolas Lozina qui étaient blessés hein, et qui voulaient quand même rester dans le jeu, alors que du coup bah, ça pouvait impacter la cagnotte de leur association qui là cette fois-ci est en commun. Là ça n'avait aucun sens, là c'était le collectif qui primait. Et le truc c'est qu'ils étaient égoïstes. Du coup bah ça rendait un contraste assez malaisant, je trouvais assez malsain. Là en l'occurrence le fait que ce soit individuel, bah du coup ça efface totalement ce problème, et ça même justifie, j'ai envie de te dire, pourquoi est-ce que les candidats veuillent rester. Donc ça c'était vachement cool. Et deuxième chose aussi que j'ai à dire, là c'est un truc moins positif, parce que bah, le truc que je trouve dommage c'est qu'ils ne citent pas
les associations. Genre, est-ce que tu sais quelle association soutient Maïsan? Est-ce que tu sais quelle association soutient Vivian? On ne connaît pas du tout le nom des associations. Et je trouve que ça provoque deux problèmes. Premier problème, bah du coup, c'est-à-dire que tu t'attaches moins, parce que tu sais pas c'est quoi dans The Power, il te disait ouvertement c'était quoi les associations. Donc là, c'était cool, tu pouvais voir, ah oui, c'était pour la lutte contre le cancer, c'était pour les enfants défavorisés, c'était pour les orphelins, c'était pour la famille en Afrique, bref, il y avait pas mal de trucs qui étaient dévoilés. Et là, du coup, ça te donnait une dimension d'empathie, tu vois. Donc là, pour le coup, avec The Power, c'était cool. Par contre, là, le fait qu'il y ait rien, bah du coup, tu peux pas vraiment être plus investi qu'à l'accoutumée. T'as pas cette dimension émotionnelle, en fait. Et deuxième problème, peut-être que ça n'a rien à voir, mais du coup, ça peut soulever des questions. Parce que cette opacité, enfin, le fait que c'est pas révélé, bah du coup tu te demandes si c'est réel, puisque t'as pas de nom sur les associations, donc est-ce qu'il y a vraiment des associations derrière? Pourquoi, si oui, pourquoi est-ce qu'ils ne le disent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne le révèlent pas publiquement? Je trouve que c'est bizarre. Je trouve que c'est bizarre, honnêtement. Peut-être que ça a rien à voir, peut-être que ça va être révélé plus tard, il faut attendre peut-être la finale pour avoir le nom des associations. Ce qui est, si jamais c'est le cas, il n'y a pas de souci, hein. Si jamais c'est le cas, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a aucune mention, aucune identification claire, aucun nom qui est fourni sur les associations, bah, je trouverais que c'est ultra chelou. Je te le dis honnêtement, je trouverais que ce serait super bizarre. Et la première chose que je vais penser, c'est à du... à du détournement d'argent, en fait. Ce sont des accusations graves, après j'accuse personne, hein, c'est juste des théories, mais en tout cas, si jamais réellement il te dévoile pas le nom des associations, bah c'est la première chose à laquelle je pense. Donc j'espère que c'est juste parce que c'est le jeu et que du coup ils veulent attendre la phase finale. J'espère que ce sera ça et qu'on aura quand même un nom. Parce que si c'est pas le cas, bah, je trouverais ça super chelou en fait. Donc c'est vraiment bizarre en réalité. Donc par rapport au jeu, comme d'habitude, c'était encore une fois des énigmes, hein. Donc l'idée c'était de faire plus de points que tes adversaires, hein, globalement. Et j'avoue que la première question, j'avais pas trop apprécié. Enfin, j'avais pas trop apprécié en réalité. Quelque part, c'est normal, je veux dire, c'est une émission de télé-réalité française, c'est logique que, voilà, ils te posent des questions pour la culture G, tout ça, tout ça. Et là où je trouve que c'est un peu dommage par rapport à toute cette amas de candidats, c'est qu'il y en a un qui est ultra intelligent, sauf qu'il est italien. Et oui, c'est Niccolo Federico Ferrari, qui malheureusement n'est pas français, hein, donc sa langue maternelle c'est l'italien. Il parle très bien français, hein, il n'y a absolument aucun souci, il parle très très bien français. Mais du coup, quand ça titille un petit peu les détails comme ça, où on te pose comme question de voilà mettre un nom qui commence par Cass et qui est scindé en deux, hein, un peu comme Casse-Pipe ou Casse-Bonbon, des trucs comme ça. Et bien pour Niccolo, c'est beaucoup plus compliqué, c'est normal, c'est pas sa langue maternelle. Donc dans The Power, il avait un truc comme ça où il fallait en gros faire une sorte de poésie qui clashait en gros la personne adverse. Et forcément, Niccolo, il s'est fait complètement démonter et c'est totalement logique, il est italien donc... je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est pas forcément de la faute de la prod parce que c'est lui qui est italien, hein. C'est le seul dedans, donc malheureusement c'est sa faute. Enfin, c'est plutôt la faute à pas de chance, honnêtement. Mais j'espère en tout cas que ça va pas être prépondérant ce genre d'énigme. Parce que du coup ça veut dire que Niccolo il part avec un gros désavantage pour beaucoup d'épreuves. Donc j'ai un peu peur, j'espère que ça va pas se poursuivre comme ça. Mais voilà, il y avait un petit désavantage par rapport à lui. Après c'est encore une fois comme je te l'ai dit, c'est la faute à pas de chance. Et bien sûr plus tard il y a eu aussi une deuxième manche. Et la question que tu pourrais croire que voilà elle est à portée de tous, et bien en réalité pas forcément non plus. Parce que la disparité qu'il y a avec la langue française par rapport à Niccolo peut également s'appliquer là-dessus, puisque forcément si t'as pas vu Blanche-Neige et les 7 nains, tu peux pas citer le nom des 7 nains. Donc en effet, il va y avoir des disparités, mais quelque part c'est logique, c'est la culture G. Tu peux pas être fort dans tous les domaines. Tu peux être très fort dans tel domaine et pas être fort dans un autre, par rapport à la culture G, encore une fois.
Donc tu peux citer tous les présidents des États-Unis et ne pas connaître un mot de vocabulaire, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans tous les cas, c'est un petit peu dans l'ADN de la culture G de ne pas être égal. Donc la critique que je fais, c'est pas, encore une fois, c'est pas contre la prod. Encore une fois, comme je dis, c'est plutôt la faute à pas de chance. Alors le petit truc que moi j'avais pas trop apprécié, en même temps quelque part c'est logique pour que tout le monde soit sur un même pied d'égalité, mais pour notre divertissement ça l'est moins, parce que en fait la question était toujours la même. Je parle surtout par rapport à la manche 2, parce que la manche 1, bah, c'était simplement à l'élimination, donc il fallait simplement donner un nom, un mot avec qui correspondait donc aux règles imposées donc par la prod, et si jamais t'avais pas le mot, bah t'étais éliminé, tu passais à côté. Ça c'est totalement normal. Par contre avec la deuxième manche, ce qui était un petit peu plus dommage, c'est qu'en fait c'était du tour par tour où les gens ne pouvaient pas connaître les mots, enfin les réponses plutôt de ses adversaires. Donc c'était plus au tour par tour, mais on restait un peu plus longtemps. Hein, par rapport à ça. Après, ils étaient très peu, hein, donc c'est totalement normal, j'ai envie de te dire. Mais là où j'ai trouvé que c'était dommage, c'est que la question était identique. Alors, comme je te l'ai dit, c'est pour la légalité. Donc, voilà, j'avais pointé du doigt le fait qu'il y avait des inégalités. Et là, en l'occurrence, c'est égal. Donc, j'ai envie de te dire, je suis jamais content. C'est totalement vrai. Parce que bah, c'est vrai que d'un point de vue divertissement, pour les candidats, c'est cool parce que c'est égal. Mais de notre point de vue, bah, le truc, c'est que c'est pas spécialement... ultra pertinent. Une fois que tu l'as fait, bah, ça devient un petit peu redondant. Ce qui aurait été peut-être un petit peu mieux, ça aurait été de poser des questions différentes avec le même nombre de réponses. Par exemple, si ton nombre de réponses est 7 pour les 7 nains, bah, proposer tout simplement des questions où elles sont différentes, c'est des variantes des questions précédemment énoncées, mais avec toujours 7 réponses maximales. Comme ça, si le candidat n'arrive pas, bah du coup c'est bon. Bon après voilà, il faut pas non plus que ce soit de l'abus. Genre si tu parles des 7 nains et qu'ensuite tu demandes de réciter le tableau périodique des éléments, bah là forcément tu te doutes bien que c'est complètement inégal. Hein. Donc en fait il y a quand même de l'égalité dedans, ce qui est quand même cool pour les candidats. Mais de notre point de vue, c'était un petit peu redondant. Voilà, c'est vraiment le petit truc, moi, qui m'a qui m'a un peu dérangé. Par rapport au jeu, de manière générale, j'étais un petit peu moins dedans. Je trouvais que le rythme avait été un petit peu plus ralenti. D'autant plus que, justement, par rapport à ça, c'était même pas spécialement... des bonnes réponses que tu pouvais donner. Tu pouvais donner toutes les mauvaises réponses que tu voulais. Si dans le lot il y avait des réponses qui étaient bonnes, bah, c'était comptabilisé. Je repense notamment à Mélanie où elle a donné plein de réponses et plusieurs mauvaises réponses. Elle avait donné 3 mauvaises réponses et pourtant bah, elle a dépassé. C'était qui? C'était Maïsan, je pense. Du coup, qui n'a pas pu être, dans la team alpha cette fois-ci. Pour une personne qui arrête pas de se vanter de son intelligence, franchement, ça passe un petit peu sous les... Enfin, c'est même pas sous les radars, justement, tout le monde s'est moqué d'elle. D'ailleurs, Benoît, il y avait des réflexions par rapport à elle en interview où il disait que ouais, elle se surestimait, elle est très forte dans certains domaines, mais pas dans tous. Il l'a très bien cerné, hein, le petit Benoît. Mais du coup, pour revenir sur Mélanie, voilà, elle avait donné beaucoup plus de mauvaises réponses que Maïsan. Et pourtant, bah, comme elle a donné plus de bonnes réponses, elle est dans la team alpha. Donc j'avais trouvé que c'était dommage. Ça pénalisait pas les mauvaises réponses. Ça aurait été bien, par exemple, de donner un certain nombre de vies. Par exemple, tu donnes 3 mauvaises réponses, t'es out. Là, en l'occurrence, Mélanie, elle aurait été out direct. Ou alors, celui qui a le plus de mauvaises réponses, il perd. Ou alors, tu le prends en considération, tu vois. Enfin, il y avait ou alors tu pouvais faire un plus un moins un. Les bonnes réponses c'est plus 1, mais les mauvaises réponses c'est moins 1. Ce qui fait que par exemple Maïsan, elle avait 3 bonnes réponses il me semble et une mauvaise. Donc elle aurait eu 2 points. Et Mélanie, elle avait eu, je sais plus, elle avait eu 4 bonnes réponses. Bon, elle avait été coupée hein, directement par la voix. Donc il aurait fallu la laisser jouer, mais elle avait donné, je pense, 4 bonnes réponses, mais elle avait donné 3 mauvaises réponses, donc elle aurait eu techniquement 1 point, tu vois. Je pense que d'un point de vue mérite, ça aurait été plus logique de pénaliser également les mauvaises réponses. Là, ça n'a pas été le cas, c'est un petit peu dommage. Mais bon, dans tous les cas, bon voilà, c'était quand même intéressant. On a eu un jeu, donc on va pas non plus faire les fines bouches. On a quand même eu un jeu, c'était quand même plutôt sympa. Et donc les gagnants, c'était Julie, Mélanie et Jonathan qui étaient censés discuter pour savoir qui ils allaient prendre dans la team alpha. Team alpha d'ailleurs où ils pouvaient faire que 5 choix.
Donc ils pouvaient pas faire 6 choix comme c'était le cas avec les candidats précédents. Donc ils ont un petit peu moins de possibilités. Mais dans tous les cas, on n'a pas eu l'info, hein, on sait pas. Moi je m'attendais à ce qu'on l'ait directement, mais apparemment pas du tout, puisqu'ils sont partis sur plein de pistes différentes. Déjà, la discussion, il y a eu plusieurs discussions qu'ils ont eues. Bon, elle n'était pas spécialement très pertinente. Il y a eu le truc là où qui était un petit peu drôle avec Benoît, c'est vrai. Mais sinon, il y avait beaucoup de lèches. On voyait par exemple Vivian qui essayait de supplier tout le monde pour être pris. D'ailleurs, quand il parlait, j'avais trop l'impression que c'était limite des éliminations, vu comment il le disait. Parce que, bah en fait, on aurait dit que s'ils n'étaient pas choisis, ils étaient d'office éliminés. Mais c'est pas du tout le cas, hein. La team Alpha, certes, elle est censée être la team la plus forte, mais ça reste deux teams et tu peux toujours gagner même si t'es dans la team bêta, hein. Donc j'avais l'impression qu'ils dramatisaient un petit peu la situation, pas forcément Vivian, mais de manière générale, j'avais l'impression que commence à parler autour des choix par rapport à être dans la team Alpha ou non, j'ai l'impression que leur destin était directement lié à la team Alpha, alors que pas vraiment, ça leur apporte un avantage certes, mais c'est pas acté non plus, donc j'ai trouvé que c'était un petit peu dramatisé pour finalement pas grand chose, tu vois ce que je veux dire. Il y avait aussi un truc qui m'avait pas mal intéressé, c'était Julie en fait qui avait parlé à Jonathan. D'ailleurs Jonathan il a vraiment du mal à rentrer dans le jeu, hein. Il est très intelligent apparemment, mais vraiment par rapport au jeu c'est pas trop ça. D'ailleurs justement j'y reviens vite fait, mais c'était lui qui avait proposé l'idée de Greg. Je sais pas si je l'avais précisé, mais je trouvais que c'était pas forcément un bon choix de son point de vue par rapport au côté émotionnel, etc. Oui, parce que c'est vrai qu'il a foutu le bordel, mais d'un point de vue compétitif, Greg il est mauvais. Donc en réalité, bah, c'est une personne que tu peux garder un petit peu sous le coude et où finalement bah, tu seras pas éliminé. En tout cas, je veux dire, si il est dans ta team, bon là c'est problématique, mais s'il est pas dans ta team, bah du coup c'est tout bénef. Donc après c'est peut-être à double tranchant, c'est vrai que du coup enfin après il y a quand même un duel, donc il aurait probablement été pris par la personne qui a été désignée au vote, mais par rapport à son point de vue je trouvais que c'était pas forcément ultra compétitif. En tout cas c'était quand même pertinent par rapport au côté affectif, ça c'est vrai, mais le côté compétitif, je pense qu'il y avait quand même moyen de l'utiliser à son avantage. Et donc pour revenir sur Julie, ça m'avait beaucoup fait rire parce qu'en fait elle était en train de discuter avec Jonathan, parce que voilà, elle était en train de lui dire que voilà, elle avait pas envie de prendre des personnes faibles, elle a envie de gagner, etc., etc. Je pense que je vais beaucoup l'apprécier d'ailleurs, hein. La Julie, j'aime beaucoup son état d'esprit. Du coup, elle avait dit un truc en interview, elle avait dit que justement les personnes faibles, en utilisant notre pitié, bah, elles pourraient justement se glisser tel un serpent et finalement atteindre la finale, voire peut-être gagner, alors que initialement elles sont faibles. Et ça m'a beaucoup fait rire ce qu'elle a dit, parce que j'ai pas pu m'empêcher de penser à Nicolas Lozina en fait dans The Power, où il était complètement à l'ouest H24, il a jamais été mis en danger une seule seconde et c'est lui qui a gagné The Power justement. Donc vraiment pas sans mérite, pour moi c'est clairement sans mérite, et même s'il a été loin, mais il a été loin par chance réellement. Et également la même personne, Nicolas Lezina, qui a gagné les apprentis champions alors qu'il était blessé quasiment toutes les missions. Donc ce qu'elle a dit, en fait ça m'a beaucoup... Je sais pas si c'est une preuve d'autodérision par rapport à la prod, le fait qu'elle ait montré ça pour se moquer quelque part de ses anciennes télé-réalités, je sais pas, j'imagine que non, parce que vu les dingueries qui te donnent, j'imagine que ça a absolument rien à voir, c'est peut-être passé inaperçu, mais moi je l'ai vu et j'ai pas pu m'empêcher de voir, en fait, de repenser aux anciennes émissions, et je me dis bah c'est totalement le cas. Donc plutôt maligne la Julie, en plus d'être justement très compétitrice, elle a l'air d'être vraiment portée sur le jeu, et en plus elle est super jolie, j'avoue que je l'aime beaucoup. Et donc suite à ça, eh bien il s'est plus passé grand chose, il y a eu des petites blagues à gauche et à droite, hein, le truc du poème comme je te l'ai dit. Il y avait aussi Maïsan qui s'était enfermée dans le casier par honte, c'était aussi un petit peu drôle. Elle avait quand même lâché une sacrée un sacré missile pour Greg par rapport au fait que voilà elle va devoir chanter, etc., etc., genre comme si c'était un destin tragique qu'elle allait avoir.
C'était assez drôle. Heureusement qu'il était pas là d'ailleurs, hein, parce qu'il aurait probablement très mal pris la chose, hein, vu comment, comment il est susceptible. Et puis donc on est parti tout doucement sur la fin de l'épisode où ils étaient en train de manger, hein, tout simplement, et il se passait pas forcément des trucs avec beaucoup d'intérêt, honnêtement. Je regardais, mais j'écoutais à moitié, c'était pas forcément pertinent. Sauf un truc, et oui, c'était le cliffhanger de fin, hein, comme je te l'ai dit. Parce que il y a eu une bombe qui a été lâchée par Solène. Alors, elle pouvait pas le dire plus tôt, hein. Apparemment elle avait complètement oublié. Donc ça m'a beaucoup fait rire quand elle a dit bah, ça m'est revenu maintenant. Comment tu peux oublier un truc comme ça? Puisque la bombe en question en fait c'est que apparemment Nabil aurait une meuf à l'extérieur. Et forcément, suite à ça, bah, tu te doutes dans quel état d'esprit Mel elle était. Hein, elle était ultra vénère. J'espère que c'est pas une bombe qui est lâchée en mode cliffhanger de manière ultra scriptée juste pour pouvoir ponctuer cet épisode. J'espère que ça n'a pas été prévu par la prod et qu'il va vraiment se passer un clash, qu'il va vraiment se passer des trucs. Parce que bon, Mel, elle a l'air d'être énervée. Mais bon, c'est le cliffhanger. Peut-être que c'est le montage qui fait ça et qu'on va voir que l'épisode de demain, en réalité, Nabil il disait ça pour rire ou une connerie comme ça, tu vois. Enfin, pour moi, ça passerait vraiment très difficilement parce que bon, la tromperie, voilà, je suis pas forcément pour. Je condamne même plutôt ce genre de comportement. Je sais que c'était une tare génétique dans les émissions précédentes de W9. Ils adoraient quand il y avait des tromperies. Moi, je suis moins fan de ça et en Big 2024, bah, je trouve que le message, il est vraiment pas fameux. Qu'à un moment donné, comme je te l'ai dit, dans les 50, etc., il faudrait se moderniser. Hein, donc, autant dans le contenu que dans le rythme, mais que dans les messages promulgués également. Donc, je trouve que ce serait vraiment pas terrible si jamais ils font l'impasse. Ça, j'avoue que j'apprécierais pas. Après, peut-être que c'est une blague ou quoi, mais dans ce cas, ça veut dire que ce serait totalement scripté et que donc le cliffhanger, bah, il sert à rien. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de là, tous les cliffhangers qu'on va avoir, eh bien, ils vont servir à rien. Exactement comme le cliffhanger qu'on a eu avec le casier. Donc, j'espère que ça va pas se passer comme ça. Le cliffhanger, pour le coup, était ultra pertinent, ultra intéressant. J'espère que ça va être exploité à bien et que c'est pas juste une tentative de la prod pour simplement terminer l'épisode de manière un peu spectaculaire. Mais bon, ça on le saura du coup à l'épisode de demain, dernier épisode de la semaine. Comment est-ce que ça va se dérouler aussi? Pour l'instant, on n'a pas eu de temps faible, en tout cas par rapport aux épisodes. On n'a pas eu d'épisodes vraiment faibles. On a eu des moments un petit peu de bas, etc. Ça oui, ça c'est normal comme je te l'ai dit. Mais on a toujours eu des jeux. Pour l'instant, on a eu que 4 épisodes, hein, mais on a toujours eu des jeux. Sauf le premier épisode, comme je te l'ai dit. Bon, le premier épisode, c'est les arrivées, c'est un petit peu exceptionnel. Donc, à voir l'épisode de demain, comment ça va se dérouler. Est-ce que ça va toujours être en rapport avec les jeux ou quoi? Ou est-ce qu'il va vraiment avoir un ventre mou? J'espère que ce sera pas le cas. J'espère qu'ils vont pas faire comme The Power, où dans The Power les 2 premières semaines elles étaient ultra intensives, elles étaient ultra intéressantes. Et puis plus tard ça a commencé un petit peu à tourner autour du pot, ça a commencé un petit peu à être plus bateau. Et la finale, je t'en parle même pas à quel point elle était lente. J'avais détesté la finale de The Power. Enfin, on verra ça du coup demain, voire dans les prochaines semaines, parce qu'en réalité on est toujours qu'à la première semaine, donc à voir. Pour l'instant, je suis de plus en plus rassuré, mais j'espère que je vais pas avoir un coup de couteau derrière le dos. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.